Alors c'est quoi finalement Scale-up Excellence? Donc comme je vous le dis, c'est un programme qui identifie et qui accompagne des startups en hyper croissance. Le but, c'est évidemment d'augmenter leur visibilité, mais également d'augmenter leur opportunité de business. Et pour cela, en fait, elles peuvent participer, entre autres, parce que le programme est assez riche, à 4 rencontres qui se passent d'ici la fin de l'année, à la fois donc à Lille, Lyon et Toulouse. Et Cocorico, la toute première de ces rencontres, elle se fait ici ce matin à Montpellier. C'est la première fois qu'on fait un programme intercapital. Donc il y en a 3 autres. Il y a celle de Toulouse, Lille et puis Lyon-Saint-Étienne. Donc on est assez fiers. Et le but de ce programme, c'est d'accompagner en fait les scale-up qui ont été sélectionnés. Les lauréats ont été sélectionnés par la French Tech de Lille. Nous, on a sélectionné ceux de Lyon et ceux de Toulouse ont été sélectionnés par Lille. Pour garantir important. toute indépendance Voilà, et qu'il n'y ait pas d'influence en effet dans la sélection voilà. des entreprises. Et l'objectif, il y en a 2. Le premier, c'est de faire des échanges dans la capitale entre ces lauréats qui puissent expliquer leurs problématiques entre eux. Dans les différents métiers de l'entreprise, donc la finance, le marketing, le CEO aussi. Donc ils se rencontrent 4 fois dans l'année, à partir d'avril jusqu'à la fin de l'année, là, décembre. Et puis la deuxième, c'est la rencontre business, dont on fait aujourd'hui le début. Nous, on est assez fiers d'ouvrir ce programme. Alors, où êtes-vous ici? La Cité de l'économie et des métiers de demain. Ce lieu a été créé par la région Occitanie. On sait que c'est l'écosystème qui crée la force, c'est l'écosystème entrepreneurial qui crée la force, enfin qui donne de la force, le souffle à nos entreprises, et pas que les perspectives de marché, et pas que tout le reste qu'on connaît bien. Un écosystème puissant, c'est primordial. Donc on est là pour faire écosystème avec nos membres, chaque réseau avec lui-même, mais aussi les réseaux les uns avec les autres. Moi, ce que j'entends tous les jours, comme bien d'autres sujets, c'est que ça fait peur quand on ne connaît pas le sujet, quand on n'en a pas parlé. Soit des gens qui l'ont déjà fait. Bertin est là pour évoquer son expérience aujourd'hui, ou avec nous, c'est-à-dire des spécialistes qui vont prendre le temps de mettre en relation, de permettre aux chefs d'entreprise d'avoir ce recul, parce que pour moi c'est un pas qui demande un recul, une réflexion stratégique pour voir si c'est fait pour soi, et si c'est fait pour soi, si c'est fait pour soi à ce moment-là, si c'est le momentum pour la société ou si ça ne l'est pas encore, et puis du coup de prendre le temps de créer son histoire avec les marchés si c'est pertinent. Et vous, quel est votre rôle finalement dans tout ça? Comment vous vous composez? Est-ce que vous avez une équipe? Et quel est le lien que vous pouvez éventuellement avoir avec les entreprises? Alors, déjà, on suit nos clients, c'est-à-dire les 550 sociétés qui sont cotées déjà en France, qui nous permettent de connaître la réalité des dirigeants qui ont franchi le pas, le après. Et puis, on est en lien quotidien avec les dirigeants qui n'ont pas franchi le pas, soit qui ont un capital fermé, soit qui l'ont ouvert à des fonds d'investissement et qui souhaitent soit pour changer d'échelle, soit pour le prochain tour, soit tout simplement pour reprendre la main peut-être sur la stratégie, ou en tout cas avoir une gouvernance différente, se pose la question de rejoindre les marchés. Alors, moi, il y a 2 choses que je savais, je dirais, et qui m'ont décidé à rentrer en bourse. La première, c'est que c'est vrai que la bourse, c'est une façon de pouvoir lever des capitaux de façon significative. C'est-à-dire que, d'une façon générale, on imagine aisément que les montants levés lors d'une introduction en bourse sont en général de montants plus importants que ce que l'on peut faire sur un tour de financement privé. Et puis la deuxième chose qui m'intéressait particulièrement, c'est que lorsque l'on devient une société cotée, en fait, on a ce qu'on appelle un écrasement des pactes d'actionnaires. C'est-à-dire que la bourse, Euronext en particulier, est là pour garantir ce qu'on appelle l'égalité des actionnaires face à l'information, l'égalité des actionnaires d'une façon générale. Quand Medtech est entré en bourse, la question de la visibilité, de la notoriété, j'imagine que d'abord il y a eu beaucoup d'articles, mais que ça vous a porté en effet. Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Alexis Janin. Je rajouterais également l'un des autres gros intérêts de l'introduction en bourse, c'est que c'est vraiment un projet mobilisateur pour l'ensemble de la société et ses salariés.
ça oblige à mettre en place un certain nombre de process, à structurer la société, y compris vis-à-vis notamment de ses comptes. Ça oblige effectivement à mettre en place une vraie direction financière avec un directeur financier. Et donc tout cela, c'est très important parce que tout simplement, ça veut dire structurer sa société. Donc c'est un autre élément qui me paraît important et en tous les cas bénéfique dans la démarche de l'introduction en bourse. Quels sont les montants ? Est-ce qu'on a une moyenne en fait, des montants en effet qu'on peut espérer quand on fait son entrée ? Je ne suis pas sûr qu'une moyenne vous parlerait, mais en tout cas on peut citer des fourchettes qui sont celles qui sont levées aujourd'hui par les startups et scale-up. On va dire que nous on déconseille de toute façon de venir en bourse à moins de 10 millions d'euros. Cela dit, il y a pas mal d'opérations qui sont quand même réalisées entre 5 et 8 aujourd'hui, de plus en plus. Souvent à la place de série A ou B. Et puis pourquoi vous le déconseillez ? Alors, on le déconseille. En tout cas, on conseille d'y réfléchir à 2 fois. Il faut vraiment avoir une capacité ensuite à accélérer assez fort pour 2 raisons. La première, c'est que sur ces niveaux de levée, il y a finalement un bassin d'investisseurs, c'est un peu contre-intuitif, qui est faible. C'est-à-dire que finalement, en bourse, plus on va lever d'argent, plus on a accès à un bassin d'investisseurs large et profond. Donc on a quand même intérêt à cette partie-là. Et deuxième chose, mais qui est assez liée à la première, c'est la taille du flottant, c'est-à-dire le pourcentage de son capital qu'on cède au marché, qui ensuite va permettre de créer une liquidité journalière et d'attirer des nouveaux investisseurs. Donc cette part de flottant est faible. Quand on lève peu, par essence. Et du coup, ça va avoir tendance parfois à faire qu'il y a un cours qui vit peu et peu de nouveaux investisseurs. Est-ce qu'il faut forcément intégrer dans sa feuille de route l'idée d'une introduction en bourse, ou en tout cas, est-ce qu'il faut forcément se poser la question à un moment ou à un autre quand on est start-up ou scale-up ? Que ça soit systématiquement une solution, bien évidemment que non. Mais en tout cas, il faut très clairement poser les choses. Et souvent, je l'entends de gens qui ont fait aujourd'hui, qui ont franchi ce cap et qui me disent, en fait, Alexis, c'est exactement les mêmes tracks qu'une levée privée. C'est-à-dire qu'on prépare à peu près la même documentation, il y a à peu près les mêmes séquençages. Donc en fait, je me rends compte que j'aurais peut-être dû, dès ma précédente levée, étudier les 2 en parallèle. Et puis ensuite, je refermais la porte qui ne m'intéressait pas. On peut se lancer dans une introduction en bourse que lorsqu'on en a les moyens, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire que si on le fait trop tard, tout simplement on ne peut pas le faire. Je dirais, aller chercher de l'argent dans le privé, on peut le faire à n'importe quel moment. Ça ne coûte pas grand-chose, grosso modo. Ça va coûter un petit peu d'argent le jour où on sera en closing. Mais avant, ça coûte quasiment rien. Une introduction en bourse, c'est le contraire. C'est-à-dire que il y a des coûts fixes qui sont assez significatifs et qu'on va devoir payer, et qui sont des coûts, je dirais, fixes, qu'on aura à assumer, que l'introduction soit un succès ou pas. Mais il y a également des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que il y a un système de reporting, il y a un système extrêmement lourd de reporting qui fait qu'on doit tous les trimestres, je dirais, présenter ses résultats financiers, etc., devant des investisseurs, enfin faire connaître ces résultats. Donc c'est une procédure qui est assez lourde. L'autre inconvénient du fait d'être une société cotée en bourse, c'est que on est dépendant des aléas de la bourse. C'est bête à dire comme ça, mais c'est pourtant le cas. Est-ce qu'il y a un moment qui est plus intéressant pour entrer en bourse ? Alors quand je dis moment, ce n'est pas par rapport au cours de la bourse, c'est par rapport au développement de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des repères comme ça qui font qu'on se dit, oui, quand vous arrivez à tel stade, c'est peut-être le moment de vous poser la question ? Oui, sans doute. Alors, il y a aussi le momentum de la bourse. C'est mieux de ne pas rentrer en pleine tempête, effectivement. C'est plus compliqué. Il y a des moments où on ne peut même pas rentrer du tout, d'ailleurs, tellement la tempête est forte. Mais ça, c'est assez facile de se faire son idée là-dessus. Et ensuite, oui, il faut que ça corresponde à un momentum de la société, un momentum d'accélération. Alors ça va beaucoup dépendre des métiers dans lesquels on est. La santé il y a 10 ans et la santé maintenant, c'est pas la même chose. Parce qu'entre les deux, les investisseurs, ils ont financé 90 sociétés, sous une 60aine de biotech et 30 à 40 medtech, et ils ont appris. Ils ont appris le niveau de risque, ils ont appris l'intensité capitalistique qu'il fallait pour faire sortir un projet, et du coup ils attendent des choses qui seront peut-être, qui sont certainement différentes aujourd'hui qu'hier, et c'est valable dans tous les métiers. Donc c'est pour ça que ça, c'est intéressant, et on est là pour discuter société par société de où vous en êtes, qu'est-ce que les marchés attendent sur cette thématique-là, qui sont les sociétés qui sont déjà cotées dans votre secteur et comment elles se portent et comment elles
sont accueillis par les marchés. Comment savoir si mon entreprise est éligible à l'entrée en bourse ? Je vous dis, il faut se préparer, il faut se poser la question, et pour ça, il faut s'entourer de quelques conseils ou parler avec des dirigeants qui l'ont fait. C'est souvent ce que je conseille, hein, dans son secteur, dans son domaine d'activité, en contacter 1, 2, 3, et puis bien sûr, les équipes d'Euronext sont là pour ça. Et concrètement, Bertin Naum, qui vous a accompagné, qui vous a aidé dans ce travail de cette entrée en bourse ? Qui sont les acteurs qu'il faut absolument avoir autour de soi ? Alors, pour ce qui est de la décision, en l'occurrence, la décision, c'est moi qui l'ai prise. Hein, donc, voilà. Je l'ai même prise contre mon conseil d'administration, puisque les investisseurs n'étaient pas très favorables à rentrer en bourse. Ensuite, bien sûr, les conseils, ce sont bien sûr les avocats. Ça peut être également les commissaires aux comptes. C'est bien sûr les banques d'investissement qui vont accompagner tout le process d'introduction. C'est d'ailleurs un critère assez efficace pour savoir si on est éligible ou pas. Ces banques n'ont d'intérêt à accompagner une société que si elles ont une relative garantie d'aller jusqu'au bout. Donc si vous ne trouvez pas de banque qui est prête à vous accompagner, c'est qu'a priori vous n'êtes pas encore prêt. Oui. Voilà. Pourquoi choisir Euronext Paris ? Il est clair que si on est une société française qui a une activité essentiellement en France, là clairement c'est Euronext. On peut être amené à se poser la question d'introduire sa bourse dans un autre pays, et notamment les États-Unis, et en particulier le Nasdaq, à condition, bien sûr, de remplir les critères, à savoir être une société qui est active, même très active aux États-Unis. On a consolidé 7 bourses en Europe, donc déjà, si on veut se coter en Europe, il y a de grandes chances que ça soit chez nous. Parfois, en revanche, des sociétés françaises décident, pour des raisons diverses et variées, de se coter ailleurs en Europe. Tactiquement, on peut considérer qu'il y a une franchise qui est plus forte à l'étranger. Je ne sais pas, dans l'éolien, on peut aller se coter en Norvège, par exemple. Bon, bref, il y a parfois des choix de ce type-là où on considère que le niveau de maturité des investisseurs est plus fort à un endroit qu'à un autre. Bon. Faire une introduction en bourse au Nasdaq, si vous ne levez pas minimum 100 millions de dollars, ça n'a aucun sens. Déjà, à 100 millions de dollars, vous serez un nain. Et en deçà, vraisemblablement, personne ne sera intéressé par votre projet. Déjà, vous êtes une société étrangère. En plus, vous êtes une micro-cap pour là-bas. Donc, en fait, il faut quand même avoir atteint un degré de maturité et de connaissance du pays et une exposition importante. Si on n'aime pas communiquer, si on n'aime pas se vendre, si on n'aime pas vendre son entreprise, les marchés, c'est pas fait pour vous. Au stade de la start-up scale-up, ce qu'attendent les marchés, c'est bien entendu un business innovant, c'est bien entendu des barrières à l'entrée, un taux de croissance important ou une R&D, des brevets, mais c'est aussi un dirigeant et ou une équipe de direction, parce que souvent ça repose pas que sur un homme ou une femme, qui incarne le projet et qui les convainc que même à un niveau de maturité assez faible, finalement, avec un niveau de risque qui peut encore être non négligeable, ils vont poser leurs capitaux sur ce projet plutôt que sur un autre. J'y étais pas spécialement préparé, mais effectivement, ça fait partie des enseignements dans tout le parcours d'une société qui veut rentrer en bourse. Et à un moment, effectivement, il y a une espèce de prise de conscience de la nécessité d'être le VRP de sa boîte, tout simplement. Donc c'est un rôle qu'on se doit d'assumer en tant que dirigeant. Et c'est effectivement quelque chose qui est très important. Posez-vous la question. Voilà. Challengez ce sujet. Voyez des dirigeants qui l'ont fait. Parlez à votre référent local d'Euronext. Intéressez-vous à ce programme TechShare gratuit qu'on a mis en place avec l'ensemble de la place économique et financière, BPI, le private equity. Les avantages d'une entrée en bourse outrepassent très largement les inconvénients, à condition qu'effectivement on ne fasse pas un certain nombre d'erreurs. L'une, à mon avis, des erreurs classiques, c'est de ne pas aller chercher suffisamment d'argent. On vous remercie tous les deux. Merci beaucoup Bertin Naum, merci beaucoup Alexis Janin.